sommes le dimanche 29 juillet. Bienvenue dans le 20h de RTI 1 à la une ce soir. Direction l'école de gendarmerie de Torogué à Daloa dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Plus de 300 élèves sous-officiers ont prêté allégeance à l'État au cours d'une double cérémonie de baptême, de promotion et de prestation de serment. Le gaz butane à usage domestique fait défaut sur le marché ivoirien. Dans le district d'Abidjan, les consommateurs recherchent activement des points de vente ravitaillés pour se procurer la fameuse bouteille devenue une denrée rare. Pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite, les pèlerins ivoiriens arrivés sur place vendredi ont effectué leur sortie hier samedi à Médine. Une visite de la grande mosquée de la ville où se trouve la tombe du prophète de l'islam. Au Mali, les bureaux de vote ont refermé leurs portes. 8 500 000 électeurs ont été appelés à choisir leur chef de l'État parmi les 24 candidats en lice. 30 000 militaires et policiers ont été déployés pour sécuriser le vote. Bonsoir à tous. Le président ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce dimanche 29 juillet pour Lomé au Togo, où il va prendre part le lundi 30 juillet au premier sommet conjoint entre la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC. Ce sommet va aborder des questions liées à la paix, à la lutte contre le terrorisme, à la radicalisation et l'extrémisme violent. Il va permettre également aux deux ensembles communautaires de déterminer les actions communes devant leur permettre de lutter contre les menaces auxquelles elles sont confrontées. Au cours de son séjour à Lomé, le président Alassane Ouattara, par ailleurs président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, va présider le lundi 30 juillet un sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Enfin, le chef de l'État va prendre part le mardi 31 juillet au 53e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Au cours de cette session, les chefs d'État et de gouvernement vont examiner le rapport de la Task Force présidentielle sur la monnaie unique de la CEDEAO, l'état d'avancement du processus de réforme institutionnelle de l'organisation et la situation politique dans la sous-région. Le sommet sera également marqué par la désignation du nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale, ainsi que par la prestation de serment du président de la commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Brou. Le président de la République va regagner Abidjan le mardi 31 juillet 2018. 311 élèves sous-officiers de deuxième année de l'école de gendarmerie de Torogué viennent renforcer les unités de gendarmerie. Mais avant, ils ont prêté allégeance à l'État au cours d'une double cérémonie de baptême de promotion et de prestation de serment en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Le reportage de Ngana Konaté. Après la revue des troupes par le ministre d'État, ministre de la Défense, le cérémonial militaire a débuté par le baptême de 304 élèves sous-officiers. Cette promotion a été baptisée du nom du maréchal des logis, Kadiane Congo Frank. Ce sont ensuite 311 élèves sous-officiers de deuxième année qui ont prêté le serment d'allégeance à l'État. Ils quittent désormais les salles de cours pour renforcer les unités de la gendarmerie. Des élèves sous-officiers bien formés au métier de la protection des institutions de la République. Pendant le temps de leur formation, ils ont eu les rudiments nécessaires pour veiller à la sûreté publique, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois, dans le but de protéger les institutions, les personnes et les biens. Tout ceci dans un environnement complexe, parsemé de fréquents exercices d'endurance et d'aguerrissement. Représentant le président de la République à la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a prodigué des conseils aux élèves sous-officiers pour leur dévouement au service de la nation. La gendarmerie, c'est pro-patria, pro-légué, pour la patrie et pour la loi. Donc vous devez, au service de la nation et au service de la loi, tous les jours hisser très haut
l'image de la gendarmerie. On vous demande de faire en sorte que nos citoyens, nos concitoyens, nos parents, à commencer par les vôtres, soient constamment fiers de vous. La partie divertissante de la cérémonie a consisté à des exercices de démontage et de remontage des armes. Les nombreux invités ont aussi assisté à un parcours d'obstacles réduit. Ahmed Bakayoko, qui entend améliorer les conditions de vie des militaires et des gendarmes ivoiriens, a inauguré la nouvelle cuisine de l'école de gendarmerie de Torogui. Un bâtiment qui comprend un restaurant, 2 chambres froides, un fourneau gaz, bref, c'est une cuisine conforme aux normes internationales de grands restaurants. Rien n'a été négligé pour le bien-être des troupes. En politique, le mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny s'est arrêté ce week-end à Bondoukou, nord-est de la Côte d'Ivoire. Les militants du PDCI favorables au parti unifié se sont mobilisés. Ils ont traduit leur engagement pour mener le combat du parti unifié aux côtés de leur fils Kobenan Kwasi Adjoumani, président exécutif du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny. Mamadou Kwasi. Une parade de milliers de motocyclistes dans les rues de la ville de Bondoukou pour accueillir le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, vice de la région et par ailleurs président exécutif du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny. Sa délégation et lui sont à Bondoukou pour lancer officiellement les activités de ce mouvement dans la région de Gontougo. Pour l'occasion, les militants du PDCI-RDA sont venus de toutes les contrées de la région de Gontougo et de Bunkani. Les 18 000 sièges prévus pour ce meeting n'ont pas suffi pour accueillir les militants. Tout le district de Zanzan s'est mobilisé pour dire oui au parti unifié. Une démonstration de force des militants du PDCI-RDA pour marquer leur attachement et leur soutien au mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny. Nous, secrétaires généraux de section du PDCI-RDA du district du Zanzan, animateurs du parti à la base, marquons notre totale adhésion à la mise en place du parti unifié, gage d'un développement hardi et d'un avenir promoteur pour la jeunesse. Nous, coordonnateurs de la JPDCI urbaine et rurale du Zanzan, affirmons notre attachement indéfectible au ministre Kobenan Kwasi Adjoumani et au cadre du PDCI-RDA pro-RHDP. Nous, femmes du PDCI-RDA du district du Zanzan, soutenons le président Aimé Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara dans leur volonté de préserver l'œuvre du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne à travers le RHDP et les encourageons à valider le processus de création du parti unifié RHDP. Avec les militants du PDCI-RDA, c'est l'ensemble des populations des régions de Gontougo et de Bunkani, avec à leur tête leur chef coutumier, le roi des Brons et les cadres du district du Zanzan qui soutiennent le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, président du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, la démonstration est faite. Je voudrais dire à tout le monde, à tous nos parents, que Adjoumani, nous sommes avec lui et nous accompagnerons pour le développement de la Côte d'Ivoire et également pour le développement de notre région. Pour le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, cette mobilisation restera marquée à jamais dans l'histoire du district du Zanzan. Il a rassuré ses parents ainsi que les militants du PDCI-RDA que le mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny vient renforcer les acquis du PDCI et de son président, Henri Konan Bédié, pour une Côte d'Ivoire de paix et développée. Mais pour qui, chers parents, nous nous battons? À la vérité, c'est pour la Côte d'Ivoire que nous nous battons. C'est pour la paix que nous nous battons. C'est pour la stabilité, le progrès et le développement de notre pays que nous nous battons. Nous avons fait l'expérience de la division. Notre volonté, c'est d'œuvrer à la cohésion et au rassemblement. Notre objectif n'est pas de déstabiliser le PDCI-RDA, encore moins le président Henri Konan Bédié. Pour le mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny,
le président Henri Konan Bédié est bien à sa place. Il a par la suite invité les militants du PDC-RDA à adhérer au RHDP pour promouvoir davantage les valeurs de paix et de pardon. Par votre présence massive, vous leur demandez d'avoir aussi le courage d'avancer, car en se mettant sur les traces du Houphouët-Boigny avec le RHDP, nous sommes sûrs de ne pas nous tromper de chemin. Nous sommes sûrs de ne pas conduire la Côte d'Ivoire sur des voies incertaines, parce que Houphouët-Boigny, de là-haut, veille sur nous et guide nos pas. Prochaine étape, le samedi 3 août prochain à Gagnoua, pour convaincre davantage les militants du PDC-RDA de la région du Gor à adhérer au RHDP. Dans la filière bois, le ministère des Eaux et Forêts engage la réflexion sur une politique publique d'achat de bois légal. Une piste de solution, exiger le bois légal dans l'exécution de tout marché public dans le pays. Les professionnels de la filière bois se sont réunis dans le cadre du projet de réglementation forestière, gouvernance et échéance commerciale. Didier Nguessan, Jean-Luc Mangbo. Chaque année, 1,9 million de mètres cubes de bois et produits dérivés proviennent des scieries. C'est moins de 10% de la consommation nationale. Pour consommer davantage le bois légal, les acteurs de la filière optent pour une politique publique d'achat responsable. Le présent projet exécuté par le ministère des Eaux et Forêts permettra de faire des propositions pertinentes visant le renforcement de la formalisation et l'assainissement du marché national du bois ivoirien. C'est l'occasion non seulement de présenter le projet à l'ensemble des parties prenantes, mais également de recueillir les avis et recommandations des uns et des autres pour une bonne conduite du projet. Au regard des besoins en bois sans cesse croissants, le partenaire technique du projet propose de formaliser le sciage artisanal, considéré comme illégal. Recourir au bois clandestin a de nombreuses conséquences pour l'économie et pour la planète. L'exploitation forestière légale entraînait une perte de plus de 10 millions de dollars US pour l'ensemble des pays. C'est des activités qui ont des conséquences pas seulement économiques, mais qui ont des conséquences aussi environnementales, même sociales, pour nos États. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de bois sont utilisés dans l'exécution des marchés publics. Plus utilisé pour le feu dans les ménages, mais désormais c'est le gaz butane. Et ce gaz à usage domestique est devenu une denrée rare à Abidjan. La pénurie se fait sentir depuis quelques jours déjà. On peut voir des détenteurs de bouteilles de gaz vides un peu partout à la recherche du précieux outil devenu indispensable en cuisine. Patricia Omoetia. Aujourd'hui à Abidjan, recharger les bouteilles de 6 kg et 12,5 kg, communément appelées B6 et B12, est très difficile. Et pour cause, depuis plusieurs semaines, le gaz butane manque. On est en train de chercher le gaz depuis avant-hier. On se promène sur le bord, on ne gagne pas. Depuis le matin, je tourne. Je suis allé au grand marché, il n'y a pas eu marché revenu. Là, je me suis croisé avec elle, le sang manquait. Et puis elle m'a dit, on n'a qu'à venir vers ici. La pénurie de gaz est réelle et se fait sentir dans les ménages et les commerces. Quand c'est fini là, on a cherché au lendemain, on n'a pas trouvé. Troisième jour, c'est ça, il a appelé là-bas pour voir. Et puis il y a eu gaz. Le pas charbon, ça nous fatigue. Tout cela. Si le client vient payer manger, c'est fatigue. Il n'y a pas quelque chose pour chauffer. Même les stations-service d'ordinaire fournisseuses paient également le lourd tribut de la pénurie. Les revendeurs sont dans l'attente de l'approvisionnement. Il n'y a pas de gaz en Côte d'Ivoire. Nous ne savons pas pourquoi, mais on prie le bon Dieu pour trouver une solution à ce problème. Toujours selon les revendeurs, une rupture dans la chaîne de distribution est à l'origine de la situation. En entendant les explications, le principal fournisseur assure qu'une solution a été trouvée et est en cours d'exécution. Direction Bingerville, et on a bien du mal à accéder au quartier Sikoji 1, Espérance, l'unique voie d'accès qui menaçait de s'effondrer après les dernières pluies diluviennes a finalement cédé. C'est un véritable parcours du combattant pour parvenir à la cité. Herman Guivet, qui y était déjà il y a un mois, son constat aujourd'hui. On est en quelque sorte enclavé, voilà, puisqu'on ne peut pas sortir, on est avec nos enfants, les personnes du quartier et tout ça, on est enclavé. Et on vit comme ça. Il y a quelques personnes âgées qui vivent ici et qui n'arrivent pas à sortir du quartier. Route de Bingerville, quartier Sikoji 1 Espérance, le cri de cœur d'une résidente qui veut garder espoir. Il y a un mois,
Les fortes pluies s'acharnaient à emporter dans leur mouvement ce qui restait de l'unique voie reliant le quartier au reste de la commune. Nous tirions alors la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, les piliers sont bien en place, mais décoiffés de bitume. Cette voie n'existe plus. Nous retrouvons le président du quartier que nous avions interrogé la première fois. Il nous raconte le calvaire des résidents. Il a plu hier et aujourd'hui, aucun piéton ne peut sortir. Le peu de résidents qui restent est là et attend. Notre cri de cœur, c'est que de la même façon qu'il pleut et qu'il y a des travaux de démolition, il pleut et il y a des travaux de réhabilitation, on peut aussi, en ce même temps de pluie, essayer de réhabiliter ce pont-là une bonne fois pour toutes. Que tous ceux qui sont habilités à travailler puissent venir faire quelque chose, au moins temporaire et plus tard définitif, pour que nous puissions aussi connecter à la ville d'Abidjan. Voilà un câble, voilà, c'est coupé et le câble est dans l'eau. On ne sait pas ce que c'est. Si c'est l'électricité, ça veut dire que c'est un danger. Nous sommes allés voir de plus près. C'est un câble électrique qui flirte avec les eaux. Le précipice est devenu une véritable attraction. Tenez, l'instant de son passage. Cet homme a marqué une halte pour se faire son idée de l'étendue des dégâts. À 300 mètres de cette voie, côté ouest, un passage piéton avait été engagé. Lui aussi n'a pas été épargné par les eaux de ruissellement. Désormais, pour sortir du quartier, il faut enjamber une clôture. Le terrain est glissant et pour s'y engager, il faut faire preuve d'une certaine agilité. Au cas échéant, c'est la chute assurée. Si on n'est pas assez prudent, voilà, on fait assez de gymnastique pour pouvoir sauter et on peut se faire même apporter par l'eau de ruissellement. La vie n'est vraiment pas agréable ici. C'est difficile pour nous de se déplacer, de bouger. On ne peut pas avoir de visite. Même quand nos parents viennent nous dire Yako, ils s'arrêtent de l'autre côté pour nous dire Yako ici. Exprimer son soutien et sa solidarité tout en se tenant de l'autre côté de la voie, totalement déconnecté de la réalité et du vécu des riverains, un schéma que les résidents du quartier de Sikoji 1, Espérance, route de Bingerville, aimeraient bien voir s'achever pour des solutions plus pratiques. Quels recours ont désormais les habitants de cette cité devenue difficile d'accès? Leurs droits sont-ils respectés? Les connaissent-ils eux-mêmes? Voilà une question au cœur du magazine de ce dimanche 13h sur RTI 1. Les Ivoiriens connaissent-ils leurs droits? La Côte d'Ivoire est-elle un état de droit? Nous vous proposons un extrait de cet entretien qu'a eu Alvorassa avec le président du Centre international pour le développement du droit en Côte d'Ivoire. Nous travaillons sur 4 axes, la vulgarisation, la formation, la documentation et la recherche en droit et sur le droit. Toutes les personnes qui nous ont approchés ou que nous avons approchés dans le cadre de nos activités ont bien compris ce consensus qui doit s'instaurer, à savoir que c'est le droit qui sauve et non la force. La vulgarisation du droit est une entreprise exaltante mais difficile. Très bien. Exaltante parce que amener le droit aux populations, c'est quelque chose de très exaltant. Difficile parce que le taux d'alphabétisation ou d'analphabétisation, c'est selon. C'est selon, tout à fait. Fait qu'il faut arriver à trouver un système qui permette de traduire le droit dans les langues vernaculaires pour que les populations comprennent les règles qui les régissent. Normalement, le droit est un produit de la société, mais tout le monde sait, par rapport à l'histoire des pays africains, que le droit, en grande partie, a été importé, jusqu'à ce que, petit à petit, nous arrivions à le substituer un droit qui soit conforme à nos réalités locales. Et donc, il faut arriver à cela. Notre pays a fait le choix du droit et de l'état de droit. Alors, maintenons ce choix et travaillons à ce que, quotidiennement, le droit puisse prévaloir. Dans la région du Guémont, un centre de santé tout équipé a été offert au quartier Carrefour de Bangou par la fondation Imam Almami Tungara. FB. Les habitants du quartier Carrefour de Bangolo, qui regroupe 3 sous-quartiers, Bewa, Sonfayadi et Kain, permettent pour se rendre à l'hôpital général de Bangolo, situé un peu loin. On se fatigue, tu te lèves à 5 h du matin pour arriver là-bas vite, pour avoir la place, toi seul sur la route. Tu ne sais pas ce que tu as trouvé sur la route aussi. Nous souffrons. Aujourd'hui, quand tu as une grossesse,
les femmes sont obligées d'attendre les mototaxis. Et ces mototaxis font trop d'accidents, il y a trop de victimes. Aujourd'hui, ces désagréments font partie du passé. Un centre de santé flambant neuf, tout équipé, comprenant un dispensaire et une maternité, leur est offert. C'est un don de la fondation Imam Al-Mamin Tunkara. Les populations sont donc reconnaissantes. Baptisé Centre de santé Maman Gueye Bayi, son implantation en ces lieux répond à coup sûr aux besoins de ces populations. L'objectif aujourd'hui de ce centre de santé, il faut le reconnaître, va nous permettre effectivement de rapprocher, surtout c'est l'une des politiques du ministère, rapprocher les centres de santé des populations afin de réduire un tant soit peu les distances qui sont souvent cause de retard et dont les conséquences sont incalculables. En plus de ce centre de santé, la Fondation a également doté la localité de Nanandi, dans le département de Diokwe, d'un collège de proximité. Cet établissement, selon les responsables de l'éducation nationale, est un ouf de soulagement pour les parents d'élèves d'ici et environ. Ils étaient obligés par le passé d'envoyer leurs enfants à des kilomètres après l'obtention de l'entrée en 6e, avec tous les tracas que cela implique, comme la recherche de tuteurs ou les grossesses en milieu scolaire. Créée en 1970, la Fondation Imam Al-Mamin Tunkara œuvre dans le social à l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables et elle agit également dans les œuvres islamiques. Et direction l'Arabie Saoudite pour le pèlerinage musulman. Les pèlerins ivoiriens arrivés sur place vendredi ont effectué leur sortie hier samedi à Médine. Une visite de la grande mosquée de la ville où se trouve la tombe du prophète de l'islam. Moussa Konaté est notre envoyé spécial sur place en Arabie Saoudite. Grande mosquée de Médine. C'est ici que se trouve la tombe du prophète Mohammed. C'est également en ce lieu que les pèlerins ivoiriens effectuent leur première visite. Avec d'autres candidats au Hajj issus d'autres pays, tous veulent saluer le prophète de l'islam. Allah a été clair dans le Coran, n'élevez pas vos voix sur la voix du prophète alayhi salam. Et les savants du verset, que ce soit à sa mort ou en vivant, s'applique. Donc quand on vient, on dit Assalamu alaikum ya Rasulallah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous nos ancêtres ne l'ont pas vu. Et que moi, aujourd'hui, je viens trouver cette tombe-là comme ça, vraiment, ça a été une remarque, vraiment. J'étais ému. Autre lieu visité par les pèlerins ivoiriens, le cimetière de Bakia, situé à quelques mètres de la grande mosquée de Médine. C'est à cet endroit que de nombreux compagnons et proches du prophète Mohammed furent enterrés. Nos cimetières, réellement, la plupart ne sont pas conformes à l'enseignement du prophète Mohammed. Vous voyez chez nous, les cimetières sont carrelés, les cimetières où nous voyons les fleurs. Vraiment, en réalité, ça ne fait pas part de l'enseignement du prophète Mohammed. De toute façon, la vie et le cimetière de Baki, c'est comme ça le cimetière d'un musulman doit être. Ce qui nous a beaucoup frappé, c'est la disposition des tombes, la propriété, très propre, l'image même d'un Dieu saint. La tombe du prophète Mohammed et le cimetière de Bakia à Médine, deux lieux importants de l'histoire de la religion musulmane. Les pèlerins venus des 4 coins du monde sont donc heureux de les visiter. Au Mali, c'est la fin d'une journée de vote. 8 500 000 électeurs ont été appelés à choisir leur chef de l'État parmi les 24 candidats en lice. Les Maliens vivant en Côte d'Ivoire ont eux aussi glissé leur bulletin dans l'urne. Ils sont au nombre de 178 000, dont 63 000 à Abidjan, avec 131 bureaux de vote repartis dans 10 communes du district. Et nous allons joindre maintenant par téléphone notre envoyé spécial au Mali pour ces élections, Sidonie Davila. Bonsoir. Alors vous êtes sur place à Bamako, la capitale malienne. Des incidents ont été signalés par des observateurs internationaux, notamment dans le nord et dans le centre du pays. Mais dans l'ensemble, quel est le point de cette journée de vote? Bonsoir Fatou Fofana. Alors, si nous nous en tenons à ce que nous avons vu, nous avons visité près de 10 centres à Bamako. Les gens sont venus voter, ils étaient très enthousiastes, ils sont venus voter tranquillement et normalement dans le calme. Les élections se sont très bien passées pour les centres que nous avons vus et il y a un dispositif sécuritaire qui a été également mis en place pour assurer la sécurité. Alors le processus électoral avait connu une modification. Est-ce que cela a eu un effet sur le vote à proprement dit? Effectivement, le processus électoral a connu des remous dans les réclamations faites sur le fichier électoral par l'opposition.
qui reproche au gouvernement d'avoir mis en ligne un fichier avec des erreurs. Sur ce point, les experts en la matière des différents candidats avec les observateurs de l'OUA, l'UE, l'OIF et bien d'autres ont tenu une réunion technique hier soir pour voir comment corriger ces erreurs-là. Il était également reproché au gouvernement, à travers la directive du ministère de l'administration du territoire, d'avoir autorisé les votes par procuration. Eh bien, cette décision a été retirée par le gouvernement à l'issue d'un consensus également hier. La nouveauté aussi, il faut le dire, Fatou, concerne la centralisation du vote avec l'implication des observateurs internationaux au processus jusqu'au lieu de dépouillement. Donc, les bureaux de vote sont fermés. Pour les zones les plus reculées, les bulletins doivent être acheminés par avion. Est-ce que le dépouillement va effectivement démarrer ce soir? Bien sûr, dans les heures qui suivent, c'est l'heure du dépouillement. Tous sont à la tâche. Merci Fatou. Merci Sidonie Davila, envoyée spéciale au Mali. Et sur place, 30 000 militaires et policiers ont été déployés pour sécuriser cette journée de vote. Nous restons avec Sidonie Davila. Centre de Sébéni-Cro dans la commune 4 du district de Bamako. Dès 8 heures, à l'ouverture officielle des bureaux, ils étaient nombreux à attendre leur tour pour voter. Gibril Tunkara est le premier votant dans le bureau 35. J'ai trop de choses dans la journée, donc pour ne pas amputer sur mes autres programmes de la journée, je suis venu très tôt. J'ai accompli un devoir de citoyenneté, ça me fait beaucoup plaisir. À 100 mètres de là, un autre centre, on note également une affluence et un engouement des électeurs. Je viens de voter, c'est dans le calme, ça s'est bien passé aussi. Je viens de voter, vraiment ça se passe bien. La manière dont c'est organisé, vraiment, ça, je suis satisfait. Aucun incident signalé, seulement quelques électeurs qui ont du mal à retrouver leur bureau de vote ou leur nom sur la liste. J'ai ma carte d'électeur, j'ai ma carte d'identité, je viens pour prendre le rang, on me demande encore de vérifier sur la fiche. Vraiment, je trouve que ça, c'est pas normal. Dans les 2 centres visités dans la matinée, le matériel est en place, le vote se déroule normalement dans le calme. 12 425 inscrits dans ce centre pour 25 bureaux de vote. L'actualité internationale se poursuit avec le 7 sur 7 et nous vous proposons les destinations Afrique, Europe et Asie. En Grèce, des incendies en début de semaine ont fait plus de 82 morts. Olivier Iriebi et Herman Guivet. La Grèce est en deuil. Les bilans incendies qui ont débuté autour d'Athènes lundi après-midi ont fait de nombreuses victimes. Le bilan fait état de 82 morts identifiés par les pompiers et plus de 172 blessés. Le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours. Environ 3 mois après la propagation du virus Ebola en République démocratique du Congo, l'épidémie a pu être circonscrite selon les autorités sanitaires du pays. Le gouvernement a annoncé mardi dernier la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, et ce, après une période d'observation de 42 jours sans aucun nouveau cas confirmé enregistré. Déclenchée depuis le 8 mai dernier, cette nouvelle épidémie a fait 33 morts. Il s'agit de la 9e épidémie dans le pays depuis la découverte du virus en 1976. Dans un communiqué publié mercredi dernier, le chef des droits de l'homme de l'ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, a exprimé sa profonde inquiétude sur les rapports des conflits incessants opposant depuis 2016 les séparatistes anglophones et forces gouvernementales. Les rapports font état d'enlèvements, d'assassinats ciblés contre la police et les autorités locales, de destruction d'écoles par des éléments armés, les détentions arbitraires et de torture, des faits que condamnent les Nations Unies. Les tensions entre députés de la majorité et de l'opposition au sujet de l'affaire Benalla ont pris un nouveau tournant jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Les communistes, les républicains, les socialistes et l'UDI ont annoncé qu'ils suspendaient leur participation à la commission d'enquête. Une motion de censure contre le gouvernement a été déposée par les républicains et sera débattue mardi prochain à l'Assemblée nationale. Le sommet BRICS, regroupant 5 principales économies émergentes du monde, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui s'est ouvert mercredi dernier, a tenu une session spéciale le vendredi 27 juillet, occasion pour les différents acteurs de plancher sur le futur partenariat avec l'Afrique en vue de redynamiser et renforcer le programme d'industrialisation de l'Afrique.
En Espagne, les chauffeurs de taxi de Madrid sont entrés en grève le samedi 28 juillet pour protester contre la concurrence jugée déloyale des véhicules de tourisme avec chauffeurs, les VTC. La grève des chauffeurs de taxi de Barcelone, entamée jeudi dernier, a donné lieu à quelques échauffourées avec les chauffeurs de VTC qu'ils accusent de concurrence déloyale en raison d'une réglementation moins contraignante. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche au Cambodge pour des élections législatives qui s'annoncent comme un plébiscite pour le parti au pouvoir d'Um Sen, le Premier ministre cambodgien, en l'absence du principal mouvement d'opposition, dissous en novembre 2017. L'homme fort du Cambodge est au pouvoir depuis 33 ans et son mouvement, le Parti du peuple cambodgien, a remporté toutes les élections depuis 1998. Et voilà, l'actualité internationale en images met fin à ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée à tous.